Merci. Donc en moins de 10 minutes, je vais vous faire part de mon expérience au Royaume-Uni. Pour commencer, donc, je vais me présenter. Donc, je suis officier d'infanterie. Je suis aussi officier planificateur. Donc, je suis à l'IRSEM responsable d'un programme transverse. Déjà, c'est un peu bancal. Je suis docteur en histoire contemporaine. Ma thèse, je l'ai conduite au sein de l'université Paris 4. Je ne suis pas un élève du professeur Couto-Begari. Et en Angleterre, je vais y revenir, sur le général Fuller. Mes trois axes de recherche sont la pensée militaire britannique, principalement Fuller et Lidlard, 19e et 20e siècle. Ensuite, l'enseignement militaire supérieur, qui est le cœur de mes travaux de HDR, je vais y revenir. Et ensuite, la stratégie théorique, car je me considère comme un des derniers élèves du général et professeur Lucien Poirier, qui nous a ouvert la voie au sein de l'université française au milieu des années 70. Au sein de l'IRSEM, donc j'ai ma charge de travail, elle est peu ou prou à 50% pour l'enseignement militaire supérieur. Le colonel Pellistrandi est ici le représentant de l'EMS aujourd'hui, donc principalement pour l'école de guerre, charge d'enseignement également, direction des mini-mémoires pour les stagiaires de l'école de guerre. D'ailleurs, dans cette assemblée cet après-midi, plusieurs d'entre nous dirigeons des stagiaires de l'école de guerre. Je vois Julie à côté de moi et il y a d'autres chercheurs. Et en marge de mes activités, donc je conduis une HDR dans le cœur est le cours d'histoire militaire, de tactique générale et de stratégie de l'école de guerre. Donc voilà pour ça. Alors en quelques minutes et en m'appuyant sur 3 points, j'ai eu la chance, avant d'arriver à l'IRSEM, entre le mois de juillet 2010 et le mois d'août 2013, pendant 3 ans, d'être logé par la reine du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord. Oui, la reine d'Angleterre loge ses officiers. Et j'ai eu une chance extraordinaire qui m'a permis de découvrir un monde universitaire en miroir du monde universitaire que je connaissais principalement à Paris 4. Alors, 3 idées qui sont les mêmes: université, King's College, King College et King's College. Alors, d'abord, à titre individuel, parce que ce séjour en Angleterre m'a permis, au sein de l'université Paris 4, d'établir une cotutelle avec le département des études sur la guerre. Donc, j'ai pu avoir, en plus de ma thèse, un PhD sous la direction du professeur Holden Reed. Et surtout, je vous disais en miroir, de comprendre ce que c'est que les études sur la guerre, le département des War Studies. Alors, on vous en a beaucoup parlé cet après-midi. Moi, ce que je retiens du War Studies, c'est d'abord la dimension pluridisciplinaire. J'ai malheureusement une thèse en histoire. J'ai dit malheureusement parce que pour un officier le plus simple, pour conduire des études sur la tactique, sur la stratégie en sociologie militaire, c'est au départ se tourner vers l'histoire. Mais ce champ pluridisciplinaire du War Studies est beaucoup plus large et permet d'aborder l'objet de l'étude ou sujet de l'étude guerre dans toutes ces dimensions. Et là, l'université française a beaucoup de choses à apprendre chez nos camarades britanniques. Le deuxième point que je retiens sur le King College, c'est surtout les liens, et je vais y revenir, avec le gouvernement britannique. Il y a quelques minutes, on parlait de l'influence. Si vous lisez l'équivalent du livre blanc britannique, donc la SDSR de 2010, ou celle qui vient de sortir il y a 15 jours, en 2015, vous avez 30 fois le mot « influence » qui est prononcé dans le texte. Donc l'université, elle est là pour influencer le ministère de la Défense britannique. Donc pour moi, cette université qui a des liens structurels, institutionnels avec qui le RUSI, qui Chatham House, qui, on va y revenir, avec les centres de doctrine d'armée ou le centre de doctrine, qui a les mains, passez-moi l'expression, dans le cambouis pour rédiger leur livre blanc, c'est quelque chose qui date de la mise en place, je dirais véritablement, de l'armée britannique. Après, c'est la réforme Cardwell, on est en 1870. Et pour ça, les Britanniques ont l'université britannique, et le lien entre l'université britannique
et la défense a 140 années d'avance sur nous. Mon deuxième point, et Jean-Baptiste va être content parce que c'est le lien entre le panel 5 et le panel 6, c'est les écoles militaires. Donc, mon job pendant 3 ans, donc j'étais officier inséré avec 2 casquettes au sein de l'enseignement militaire supérieur britannique, donc l'équivalent du CHEM de l'école de guerre et l'état-major de commandement. Et j'étais officier inséré aussi au centre de la doctrine interarmée britannique. Alors je vais commencer par, c'est mon deuxième point, par l'enseignement militaire supérieur. En fait, vous avez au sein de l'enseignement militaire supérieur britannique le King College qui a déporté un DIN et une quarantaine de ce qu'on appelle des DSD, Defense Study Department, des docteurs, qui sont en binôme avec les cadres professeurs pour enseigner différentes matières, la socio, les relations internationales, des opérations. Et ça, c'est bien un lien structurel entre l'université et la défense. Je crois que des questions ont été posées ou ça a été évoqué par le collègue de Gerfagnon ou Olivier Sajek. Le collègue Pélistrandi ne va pas me contredire. Aujourd'hui, on n'a pas de corps enseignant attitré à l'enseignement militaire supérieur. Financièrement, ça coûte cher. Mais c'est la volonté britannique et je vous dis, ça date de 1870. Alors, ces professeurs, je vous dis, ils enseignent dans différentes matières, mais le point particulier, parce qu'aujourd'hui c'est la guest qui nous réunit, autour de l'histoire, de l'enseignement, je dirais de l'histoire militaire, parce que les Britanniques sont mal à l'aise, je dirais, avec la stratégie. On n'enseigne pas la stratégie dans les écoles militaires en Angleterre historiquement. On fait des op studies au niveau de la tactique, au niveau du champ de bataille de la campagne, et on fait beaucoup de staff ride. Mon troisième et dernier point, c'est le centre de doctrine interarmée britannique. Alors là encore, au sein du centre de la doctrine interarmée britannique, on trouve des universitaires. Peu ou prou, le DCDC et le CICDE, le centre français, c'est une trentaine d'officiers, principalement des colonels et des lieutenants-colonels, mais on va trouver 4 ou 5 universitaires. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de travail du centre de la doctrine, c'est qu'au sein du DCDC britannique, ils ont une cartographie de l'ensemble des universités britanniques, principalement Oxford, le King's, Cambridge et en Écosse. Et il y a des DSD qui sont identifiés pour travailler sur des problèmes particuliers. Sachant que, moi je l'ai vécu de l'intérieur avec la SDSR 2010, il y a autant d'universitaires qui travaillent que d'officiers. Donc voilà mes 3 points que je voulais développer. Donc à titre personnel, mon séjour en Angleterre m'a permis d'établir une co-tutelle et je peux voir maintenant en miroir l'université française. Ensuite, la richesse de l'enseignement militaire supérieur britannique parce qu'ils ont de l'argent, beaucoup d'argent pour payer des cadres professeurs. Et ensuite, au sein de la doctrine et de la réflexion stratégique, l'appel aux universitaires. Alors, pour terminer, comme ça vous allez pouvoir gagner une minute, si je ne me suis pas planté, deux mots-clés. Qu'est-ce que j'ai ramené d'Angleterre quand j'ai posé mes valises à l'IRSEM au mois de septembre 2013? Je dirais 2 mots-clés, culture et langue. Je serai encore plus dur que toi. Au niveau de la culture, je crois que ce qui est fondamental quand on étudie, quand on fait des études dites stratégiques, c'est comprendre la culture du pays, parce que l'identité stratégique, j'ai du mal avec la culture stratégique. L'identité stratégique, elle repose sur la dimension culturelle. Et mon dernier point, et c'est vraiment une de mes convictions, c'est la langue. Alors, Lidellard disait dans le fantôme de The Ghost of Napoleon, l'influence de l'influence sur la pensée est le facteur le plus important dans l'histoire, mais étant immatériel, il est moins intelligible que l'action des grands capitaines. Alors, en 1966,
on a pris la décision de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Si entre 1949 et 1966, la langue de travail, c'était le français, depuis 1966, au sein des bibliothèques des officiers de l'OTAN, les livres en français ont disparu. Aujourd'hui, plus personne n'étudie au sein de l'OTAN des livres de stratégie, de tactique, qui opérationnelle, de doctrine en français. Et malheureusement, et je le dis, et ça me fait mal de dire ça, le français est devenu une langue morte, comme le latin, pour penser la stratégie. Merci.